Je voudrais passer à la présentation, la troisième présentation qui va nous être faite par Raphaël Laureau. Euh, alors, j'ai pour toi une présentation en anglais et en français. Je vais trouver celle Ah, en français. Ça sera plus simple. Raphaël Laureau a soutenu une thèse doctorale intitulée Édouard Glissant, penseur du monde, penseur de la Terre. Thèse soutenue en 2015 à l'Université Paris-Nanterre. Il y a également enseigné la littérature française du XXe et du XXIe siècle de 2008 à 2014. De 2008 à 2011, il a été l'assistant d'Édouard Glissant et a contribué notamment à la réalisation du dernier ouvrage de Glissant, l'anthologie poétique intitulée La terre, le feu, l'eau et les vents, anthologie de la poésie du tout monde parue aux éditions Galade en 2010. Pendant près de 3 ans, après la disparition d'Édouard Glissant, survenue en 2011, Raphaël a classé les archives de Glissant qui, en 2014, ont été transférées à la Bibliothèque nationale de France. Et son intérêt pour les archives et manuscrits contemporains l'a conduit également à établir les archives d'Agustín Cárdenas, sculpteur cubain, sur qui Raphaël Laureau écrit actuellement une monographie. Il a travaillé également sur les archives du penseur tunisien Abdelwahab Medeb, dont les chroniques radiophoniques jusqu'ici inédites sont parues en 2017 aux éditions du Seuil. Il est l'auteur de nombreux articles, notamment sur Édouard Glissant, et il enseigne actuellement au Vassar Wesleyan Program in Paris. La parole est à toi. merci Christian. Est-ce qu'on m'entend? Oui? Pas trop? J'ai Voilà. peut-être oublié quand même de dire le titre de la communication. Il faudrait que je le retrouve. Sur la méthode du discours. Oui, merci, Sous-entendu le merci discours entier. Christian. Alors, d'abord, un petit mot pour féliciter Sylvie d'avoir réussi à organiser ce colloque et Loïc d'avoir initié le centre d'études glissantiennes. Ça fait plaisir de se retrouver pour discuter pour la première fois du discours entier. Alors, sur la méthode du discours, comme son titre l'indique, ça sera un exposé sur un plan vraiment strictement matériel qui, par toute une série de petits détours et de manière vraiment très générale, abordera des questions de méthode, c'est-à-dire, pour reprendre d'autres mots qu'emploie Glissant, des questions relatives à des procédés, à une technique, à une pratique, mais aussi à une approche, à une démarche, à un chemin, puisque tel est le sens de la racine odos, sur laquelle se forme le mot méthode, dont le Lalande donne la définition suivante, je vous la rappelle, étymologiquement poursuite, et par conséquent effort pour atteindre une fin, recherche, étude, d'où chez les modernes deux acceptions très voisines, quoique possibles à distinguer. La première donc de ces acceptions, chemin par lequel on est arrivé à un certain résultat, lors même que ce chemin n'avait pas été fixé d'avance de façon voulue ou réfléchie. Deuxième acception, programme réglant d'avance une suite d'opérations. Cette méthode, ou donc poursuite, qui peut prendre la forme d'un chemin inconnu et imprévisible, aussi bien que celle d'une résolution programmatique, Glissant l'engage ici à partir de, comme le rappelait Elena Pessini, et à propos de ce qu'il appelle un discours, terme dont je rappellerai également l'étymologie, puisqu'il provient du verbe discourir, discourire, qui signifie étymologiquement courir ça et là, de différents côtés, se répandre, ce qui n'est pas anodin, vous en conviendrez, au moment d'étudier le discours antillais. De fait, si l'on postule que tout discours, en tant que course ou parcours, fût-il sinueux, chaotique, interrompu ou jalonné de détours, procède d'une poursuite, fût-elle elle-même désordonnée, emmêlée, tourbillonnante, on peut se demander quel a été le chemin que Glissant emprunta, mais aussi quel a pu être son éventuel programme pour parvenir à ce résultat. Cela exigerait cependant une longue étude dont je ne pourrais esquisser ici de manière matérielle que les tout premiers jalons. En effet,
même si Glissant a souvent été présenté, et parfois de manière un peu caricaturale, comme un maître du chaos, partisan de l'improvisible, s'opposant aux pensées de système et systèmes de pensée, à toute forme de rationalité occidentale, il ne faut pas oublier que son premier effort littéraire consista d'abord à trouver son ordre, à organiser son paysage selon son ordre de clarté. Ce sont là des expressions de Soleil de la conscience, premier essai jalonné de réflexions relatives aux modalités d'expression d'une expérience chaotique et de dévoilement d'une conscience se saisissant. Loin de n'être donc que le signe d'un cartésianisme caricaturé en méthodologie, la méthode, en l'occurrence celle du dire, de l'écriture, est en effet l'un de ces objets principaux auxquels Glissant ne cesse de réfléchir au fil de son œuvre, précisément pour parvenir à une expression qui lui soit propre et pour, dit-il, fonder une connaissance. Telle est donc la raison pour laquelle j'ai voulu évoquer ici ces questions de méthode, questions que j'articulerai selon les deux axes que donne le Lalande. D'abord, j'évoquerai ce chemin par lequel Glissant est arrivé à ce résultat, c'est-à-dire littéralement la méthode du discours et notamment celle de sa composition. Ensuite, j'aborderai très brièvement ce qui me paraît effectivement relever d'un programme réglé d'avance, à savoir quelques considérations méthodologiques de Glissant, son discours métatextuel, autoréflexif, ce que l'on pourrait appeler, en une allusion trop attendue, son discours de la méthode. Bon. En ce qui concerne la méthode du discours, et je parle ici du livre de Glissant, Le discours antillais, qu'on écrit en italique, qu'il faut distinguer de son objet d'étude, le discours antillais, c'est-à-dire le discours aux Antilles. Rappelons, même si ça a déjà été fait, que celui-ci se présenta d'abord sous la forme d'une thèse de doctorat, déposée sous la direction de Bernard Tessèdre, qui était spécialiste de l'esthétique de Hegel. Une thèse intitulée, j'en donne le titre complet, qui n'a pas encore été évoqué aujourd'hui, Le discours antillais, le passage de l'oral à l'écrit en Martinique, essai d'analyse éclatée d'un discours global. À ce titre, l'exercice académique, fut-il une simple formalité institutionnelle ou motivé par des contingences professionnelles, impliquait nécessairement qu'une méthode soit trouvée et exposée. Or, cette méthode a très vraisemblablement évolué au fur et à mesure que le sujet de la thèse lui-même se précisait. En effet, un dossier d'une 50aine de feuillets tapuscrits, consultables à la BNF, nous signale que le projet initial de cette thèse avait pour titre, écoutez bien, un autre langage, le passage d'une littérature orale à une littérature écrite et le problème de la transcription linguistique en Martinique. On imagine donc que Glissant a progressivement ou soudainement ouvert son horizon d'études, d'abord en effaçant l'aspect strictement littéraire de son sujet, ensuite en passant du problème de la transcription linguistique à celui, je l'ai dit, d'une analyse éclatée d'un discours global, enfin et surtout en décidant de donner un nom à cet autre langage, à cette altérité innommée, et d'inscrire sa particularité sous le nom de discours antillais, c'est-à-dire de lui donner une identité. Cependant, nous savons bien que ce mot même de discours, tel que l'emploie Glissant, qu'il soit antillais ou global, désigne en vérité une réalité qui excède le seul cadre linguistique. Une réalité certes souvent déterminée par son caractère discursif, énonciatif, langagier, mais aussi en premier lieu par un contexte particulier, historique, géographique, politique, par un pays, nous dit Glissant. À une méthode d'analyse strictement linguistique devait alors se substituer une autre, propre à ce nouvel objet protéiforme, hétérogène, étendu, qu'Édouard Glissant décida donc d'appeler par une opération de totalisation le discours antillais. Sa décision fut d'assumer, dès le titre de la thèse, cette méthode d'analyse éclatée, fondée, je le dirais d'emblée, sur l'accumulation, la reprise, la répétition, etc., beaucoup d'éléments dont on a déjà parlé. Et cette méthode, il prit le soin précisément méthodologique de l'expliquer à ses lecteurs en plusieurs endroits de son étude, comme l'a rappelé également Elena Pessini. Il le fit dès ses introductions, au pluriel, point de départ fragmentaire qui précède le livre 1, notamment dans la deuxième de ses introductions, intitulée « À partir de ce discours sur un discours ». Il y revint également sous une autre perspective dans la section 37 du livre 2, intitulée « Sur la méthode », section dans laquelle il dresse un portrait sarcastique du positiviste anxieux
en appelle explicitement à un dépassement, à une subversion méthodologique qui serait signe, je cite, de liberté. Il en parle aussi tout au long de la première partie du livre 3, qui a pour titre « Inconscient, identité, méthode ». Enfin, une note sur les méthodes de transcription, trace du projet initial de la thèse donc, fut insérée dans les dernières pages, si bien que l'on peut dire que ces considérations méthodologiques traversent l'œuvre de part en part. Néanmoins, cette exposition de la méthode en tant que programme fixé d'avance n'est pas toujours tout à fait transparente lorsqu'il s'agit de retracer le chemin, c'est-à-dire la composition progressive du discours antillais. On pourrait même dire, pour filer la métaphore du chemin, que Glissant a parfois brouillé les pistes. En effet, et ça mérite d'être souligné, 2 petites notices encadrent littéralement l'ouvrage. La première, très courte, figure au dos de la page de faux-titre et signale dès l'ouverture du livre, je cite, que les énoncés qui suivent ont été prononcés ou publiés sur une période d'à peu près 10 années, durant laquelle l'intention de ce travail n'a cessé de multiplier. Quant à la seconde notice, sur laquelle se referme le livre, elle fait plus longuement état des dates et lieux, c'est-à-dire des occasions ayant été à l'origine des énoncés précédemment publiés ou publiquement prononcés, avant d'être repris dans les sections du discours antillais. Outre les circonstances contemporaines des années 70, le lecteur y apprend que les considérations sur la peinture, par exemple, sont issues des préfaces à des expositions de la Galerie du Dragon et que certaines notes ont été publiées dans la revue Les Lettres Nouvelles. Cependant, Glissant n'indique aucune date pour ces textes écrits bien plus tôt, dans les années 50 et 60, étant même à réduire leur nombre par des points de suspension. On repense alors, et là je me retourne vers Loïc, à cette bibliographie inexistante que Glissant n'a pas non plus jugé utile d'insérer dans son livre, arguant du fait, je cite, que le caractère proliférant de la bibliographie des Antilles interdit toute tentative d'en indiquer ici les repères. 100 pages supplémentaires n'y eussent pas suffi, écrit-il. Nous avons choisi le silence, de préférence à un essai par force insatisfaisant. Malgré l'étonnement que ce silence pourrait produire en raison de la nature d'une telle étude, j'exprimerai l'hypothèse que celui-ci, ce silence, était étroitement lié à une méthode plus secrète, plus intime, qu'Édouard Glissant ne tenait alors peut-être pas encore à cette époque à dévoiler. En effet, une petite arithmétique élaborée à partir de ces indications de dates et lieux nous signale que sur les 96 sections que compte le discours antillais, 46 d'entre elles ont été reformulées à partir d'énoncés datant de la période comprise entre 67 et 79, et qu'une autre a été reprise à partir d'un célèbre article publié en 62 dans le numéro spécial de la revue Esprit intitulé « Les Antilles avant qu'il soit trop tard ». De fait, si on fait la soustraction, ce sont 49 autres sections qui ont été ajoutées ou dont les circonstances d'écriture restent à préciser, soit un peu plus de la moitié du livre. Ce travail de reconstitution de la genèse du discours antillais, mais en réalité je n'aime pas ce mot de genèse, d'étude de sa composition, peut être aujourd'hui réalisé à partir des archives déposées à la BNF. Non pas pour établir une vérité de l'œuvre, mais pour en comprendre le mouvement intérieur. Outre une boîte métallique renfermant de nombreuses fiches de lecture qui indiquent une intention d'inventaire bibliographique, les archives du discours antillais, qui constituent de loin la pièce majeure de l'ensemble classé Trésor national, renferment en effet des documents allant des années 50 à 1980 et témoignent d'une vaste entreprise cumulative, composite, visant à rassembler le maximum d'éléments épars ou, pour reprendre un mot de Glissant, de données du réel antillais. Parmi ces carnets, textes, brouillons, documents préparatoires, une chemise a ainsi été retrouvée sur laquelle figurent les mentions manuscrites « Naissance de littérature, textes anciens » et au verso « Réserve pour l'intention poétique ». On voit donc que les textes qui auraient pu servir pour l'intention poétique ont été repris pour le discours antillais. De même, c'est dans les archives du discours antillais qu'ont été retrouvées plusieurs pages arrachées, corrigées des lettres nouvelles, des notes de conférences données dans les années 50, des entretiens de la même époque, et même, et là c'est la surprise, des fragments de son mémoire d'études de philosophie dirigé en 1952 par Jean Val. On constate alors, au-delà des indications que nous donne Glissant, que le discours antillais rassemble et reprend de nombreux textes écrits bien avant les années 70
et pour certains au tout début des années 50, précisément au moment où Glissant commence à écrire. En ce sens, et c'est là une autre hypothèse, ce livre n'est pas seulement, comme il l'annonce dès la première page, le résultat d'à peu près 10 années de recherche, qui correspondrait à la période martiniquaise de son œuvre, celle du retour aux Antilles initié en 1965 après 19 ans de vie parisienne, celle de la fondation de l'IME, de Malmort, de Boise, de la revue Acoma. Il est aussi ce livre, et je dirais avant tout, une somme rassemblant 30 ans d'écriture, autrement dit, l'archive d'une pensée et le lieu de son rassemblement. Il me semble même, au regard de ses premiers essais, que c'est durant cette période de 10 ans que Glissant commence à se faire véritablement l'archiviste de lui-même, et ce, malgré cette phrase prononcée dans un entretien plus tardif avec Philippe Artière, « Je ne suis pas un bon archiviste ». En effet, le discours antillais, tout comme Soleil de la conscience ou l'intention poétique, est d'abord un recueil, une composition de textes écrits en diverses occasions. Sauf qu'à la différence de Soleil de la conscience, qui entremêle dans un chaos d'écriture des notes et des poèmes antérieurs, ou de l'intention poétique, qui rassemble pour l'essentiel des articles publiés dans la revue de Maurice Nadeau, le discours antillais réunit également, et peut-être pour la première fois, des exposés, des conférences, des entretiens, des interventions de groupe, autant de textes procédant d'une forme orale que Glissant réintroduira et assumera par la suite dans tous ses essais ultérieurs. On peut donc imaginer, si l'on en revient à la première définition du mot « méthode » que donne le Lalande, que Glissant a emprunté un chemin imprévisible, qu'il aurait progressivement conduit à délaisser quelque peu la question de la transcription linguistique en Martinique au profit d'une étude de ce passage de l'oral à l'écrit qui constituait précisément sa méthode de travail. Ou pour le dire autrement, qu'en rassemblant les éléments épars d'une étude commencée bien plus tôt, visant à établir l'inventaire du réel, comme en témoigne l'épigraphe empruntée à Fanon, ce rassemblement et cet inventaire de ces différentes saisies de réel est secrètement devenu, sciemment ou non, l'un de ses propres objets d'étude. Ce processus, assez commun en vérité de composition d'un essai sous la forme d'un recueil, donna en effet ici naissance à une pensée autoréflexive du livre en train de s'écrire, du discours en train de s'élaborer. Une pensée ou théorisation quasi axiomatique que Glissant prolongera à partir de là dans tous ses essais ultérieurs, et plus particulièrement dans la Cohue du Lamentin, où le chapitre désormais habituel des lieux, occasions et prétextes s'étend sur plusieurs pages jusqu'à parvenir à une longue conclusion que je ne pourrais pas citer intégralement, mais j'en donne juste les premières lignes. Ce qui arrive le plus souvent est que le texte, puisque tout passe ici par du texte qu'on a prononcé, se répète, mais tout à fait différemment dans la page retenue ensuite pour un livre, etc. etc. J'en arrive à la fin. Le résultat est un mélange profitable de ces textes. Vous répétez des passages entiers, d'un discours à l'autre, bien sûr. Vous répétez sans même vous rendre compte que ce n'est d'ordinaire pas très bien vu dans les milieux où vous allez. Et puis vous choisissez d'en faire un procédé, non, un processus. Alors la méthode devient instinctivement un mode d'emploi. Les hasards du discours se tournent en richesse rhétorique de l'écrit. Voilà le livre, soudain ou peu à peu, une unité de tant de disparités rêches qui s'éprouve solidaire et chatoie. De fait, on voit bien que le passage de l'oral à l'écrit ne concerne pas simplement ici une réalité extérieure que l'auteur étudierait à distance à la manière d'un anthropologue ou d'un linguiste, mais qu'il relève d'un processus consubstantiel à l'œuvre, et qu'en ce sens, le terme même de discours antillais désigne aussi bien l'objet de l'étude que le sujet autoréflexif du discours mis en abîme. Cependant, et là j'en viens maintenant très brièvement à la deuxième partie de mon exposé, au-delà de cet aspect autoréflexif, cette méthode, que je ne peux évidemment pas aborder dans le détail, fit également l'objet d'une réflexion plus étendue, une réflexion de nature résolument épistémologique qui proposait une manière particulière d'aborder et d'étudier le réel antillais, par entassement, par accumulation, à la manière des plis dont parle Deleuze à propos du système de Leibniz, mais qui invitait aussi, et nous invite encore aujourd'hui, à repenser la méthode des sciences humaines, cela a été dit ce matin, et même tout à l'heure, en illustrant par l'exemple une démarche nouvelle dans l'accès à la connaissance. Dans la section 91 du discours antillais, Glissant interroge.
le ressassement, la tautologie, l'écho, tout le disciple amassé. Oserons-nous appliquer cela, non à un discours déclamé au flambeau, mais à des livres qu'on corrige, qu'on triture? C'est à travers de tels énoncés que s'élabore ce que l'on pourrait donc appeler son discours de la méthode. Par ailleurs, les mots méthode, méthodologie, méthodologique reviennent, comme le mot écriture ou toutes les théorisations, à de très nombreux endroits de la thèse, indiquant à chaque fois des possibilités, sinon une perspective épistémologique. Je n'en cite ici que 2 exemples. La notion de pan d'histoire est opératoire et méthodologique. Ou bien, les spécialistes auront un intérêt méthodologique à écouter la voix pluridisciplinaire et les hypothèses synthétisantes des chercheurs. Enfin, l'apparition de méthodes nouvelles de formation basées sur le multilinguisme ouvre des problématiques originales de mise en relation linguistique. On pourrait comme ça continuer, je vais très vite. De manière générale, ce discours se caractérise par sa visée. Donc ce discours sur la méthode, sa visée qui est essentiellement celle de ce qu'il appelle une exploration créatrice, un dépassement, une subversion des méthodologies. Mais quelle méthodologie? Celle passivement assimilée, adoptée sans critique. En ce sens, on pourrait réinscrire l'effort de Glissant dans une perspective philosophique que je n'aurai malheureusement pas le temps d'évoquer ici, mais qui nous conduirait à étudier le caractère épistémologique et méthodologique du discours antillais, notamment au regard de la philosophie de Hegel et de Sartre. Très rapidement, pourquoi Hegel? Parce qu'il postule, pour ainsi dire, que rien n'est si ce n'est le discours, ou pour le dire autrement, qu'il n'y a pas d'objet vrai hors du procès discursif, procès qui, rappelons-le, est la pensée même. Autre citation, qu'il n'y a pas de réel observable en dehors du discours de celui qui le relate et qui, en le relatant, se relate lui-même, formant le lien, la relation entre soi, l'autre et soi-même. Dans son introduction à la lecture de Hegel, Kojève écrit « La philosophie doit décrire la totalité de ce qui est et existe. Or, cette totalité implique en fait le discours. » Rappelons que Glissant a écrit en 1956, dans Soleil de la conscience, « Qui cherche l'unité la cristallise d'abord dans son langage. » De Sartre aussi, dont les fameuses questions de méthode, essai paru en 1957, soulèvent le problème de la totalisation et d'une méthode philosophique qui réconcilierait existentialisme, marxisme et sciences sociales à travers, je cite, tout le champ des possibilités instrumentales. Sartre écrit « La philosophie se caractérise comme une méthode d'investigation et d'explication. Toute philosophie est pratique, même celle qui paraît d'abord la plus contemplative. La méthode est une arme sociale et politique. » Ou encore, notre méthode est heuristique. Son premier soin est de replacer l'homme dans son cadre. Nous tenterons de déterminer dans l'époque le champ des possibles, celui des instruments. Il s'agit d'inventer un mouvement, de le recréer. Seule peut être valable l'hypothèse qui réalisera dans un mouvement créateur l'universalité transversale de toutes les structures hétérogènes. Et je finis là vraiment là-dessus. Ces quelques allusions nous rappellent la nécessité qu'il y a à mener une véritable analyse de la méthode de Glissant, des définitions qu'il en donne tout au long du discours antillais, c'est-à-dire de livrer un examen sérieux de sa conception du mode d'accès au savoir et de la connaissance. Cet examen, on pourrait le faire en regard de la philosophie. J'avais une belle citation de Glissant, mais je la garde pour plus tard. Je dirais juste une citation de Glissant. « L'ouverture des sciences humaines dans nos pays se fait avec l'insertion de ces disciplines dans le processus historique. Et ici, un spécialiste exogène, c'est-à-dire qui ne serait que spécialiste, risquerait de se tromper en profondeur. » Bref, je termine. Tout ça pour dire qu'il serait intéressant d'étudier les axiomes méthodologiques de Glissant en regard d'autres philosophies, notamment celle de Leibniz, par exemple, mais aussi, pourquoi pas, celle de Descartes, dont les préceptes trouvent parfois d'étonnants échos dans la pensée de Glissant. Voilà, bon, bah je termine, je termine là-dessus. Merci. Merci.
La dernière communication de ce panel est donc celle de l'EIC Série. L'EIC Série qui dirige le pôle numérique dans l'Institut du Tout-Monde, fondé par Édouard Glissant en 2006, où il assure également la direction exécutive du Centre international d'études Édouard Glissant, créé en octobre 2018, dont on parlait ce matin. À l'Institut du Tout-Monde, il a également créé et coordonne les cycles pluridisciplinaires Traduction et Penser la Caraïbe, Penser le monde, en partenariat avec la FMSH. Il a fondé en 2011 l'Institut de formation universitaire pour étudiants étrangers, établissement privé d'enseignement supérieur à Paris. Et en 2006, la Nouvelle Anabase, revue d'études persiennes éditée aux éditions L'Harmattan. Le X-Série est spécialiste de Saint-Jean-Perse et d'Édouard Glissant. Il a également consacré plusieurs études à Léopold Sédar Senghor, à Patrick Chamoiseau et aux expressions littéraires de la mémoire de l'esclavage, l'intertextualité, la traduction littéraire, la diffusion numérique des savoirs, entre autres sujets. Il publiera prochainement un essai intitulé « Édouard Glissant, une traversée de l'esclavage ». Il s'agit d'une étude herméneutique et une anthologie commentée d'Édouard Glissant. La communication de Loïc Série cet après-midi s'intitule « Le discours et son double, narrativité et représentation dans la case du commandeur ». Loïc, la parole est à toi. Merci, cher Christian. Écoutez, je suis ravi de prendre la suite de communications aussi substantielles que celles qui ont été prononcées cet après-midi. Et je ne doute pas que la conversation de tout à l'heure, le petit débat que nous aurons après ces communications, sera particulièrement riche. Je ne vais pas prendre de temps sur ce qui me reste. Je vais essayer de m'en tenir à ces 20 minutes. À la publication du discours antillais en 1981, on constate un certain paradoxe, finalement, quant à la réception même de l'ouvrage. Nombreux sont ceux qui sont frappés par l'allure exhaustive de l'essai, et cela on peut en juger en consultant la très substantiel ouvrage d'Alain Baudot, et son projet donc d'embrasser le réel par une visée quasiment encyclopédique, comme je le disais ce matin. Tout cela est très vrai. Tout cela est incontestable et on aura effectivement l'occasion de le décliner lors de ce colloque. Et ça a déjà commencé ce matin. Pourtant, dès cette première réception, certains indices, je dirais certaines étrangetés, donnent à penser une visée également protéiforme, ne serait-ce que par l'intrusion de différentes tonalités dans l'essai, aux côtés de cette modalité scientifique dont nous avons beaucoup parlé, scientifique entre guillemets, c'est-à-dire issue des sciences humaines et de cette transversalité que Glissant va en faire, cette approche du réel issue des sciences sociales. Comme je vous le disais ce matin, à la 4e de couverture précise ceci, ce livre est donc de littérature et de politique, 2 points, de sciences humaines. Hors donc de l'orthodoxie du discours des sciences sociales, stricto sensu, voici une conjonction entre littérature et sciences humaines qui nous est proposée de manière générique par Édouard Glissant. Mon propos dans cette communication sera de considérer aujourd'hui le discours antillais, certes comme ce carrefour qu'on a dit, mais particulièrement comme un palimpseste polyphonique, pour utiliser un terme particulièrement couru dans les études littéraires. Tout cela provient de la construction d'une œuvre dont le fonctionnement est réellement en rhizome, pour reprendre là encore une fois, pour enfoncer une porte ouverte, cela a déjà été beaucoup dit, mais cela fonctionne tout particulièrement pour le discours antillais, dont le propos rationnel, car c'est un propos rationnel, c'est un propos qui vise à embrasser le réel en effet, appelle également son autre, je dirais, son autre littéraire, son autre spécifiquement littéraire. Tout cela ne se fait pas uniquement comme une suggestion, mais comme la construction par rapport à l'œuvre précédente et l'œuvre à venir. D'une certaine façon, et c'est ce dont je vais parler, le discours antillais appelle également son double, et je parlerai particulièrement de son double narratif. Mais on pourrait le faire également pour ce qui est de la poésie, pour ce qui est du théâtre. Axel nous en a donné quelques aperçus.
Et je dirais que tout cela, en un prédicat, avant de rentrer donc dans mes deux parties, cela revient aussi à considérer le discours antillais aujourd'hui non plus comme une somme exhaustive, donc, mais qui provient donc de son identité académique, comme on l'a dit, son identité de thèse, mais comme une œuvre ouverte, voire volontairement inachevée en elle-même, en tout cas, dont l'achèvement appelle le relais et la présence des genres extra-discursifs, extra-spéculatifs, et particulièrement dans ce qu'on peut appeler le laboratoire de connaissances, et je le dis en présence de Christian Huet, le laboratoire de connaissances que constitue le massif des romans glissantiens depuis La Lézarde, depuis le IVe siècle, le choc de Malmort de 1975 dont on a parlé déjà, et puis donc ce dont nous allons parler aujourd'hui, à savoir la case du commandeur, dont la contemporanéité avec le discours antillais, finalement, annonce même ce relais. Et il s'agit finalement de montrer comment le discours antillais, comme je vais essayer de vous le suggérer, est une œuvre finalement en tension entre le discursif, le spéculatif, mais également la création. Donc cette hypothèse, je vais essayer de la développer en vous disant d'emblée que j'appuie mon développement sur une piste tout à fait fondamentale développée par l'historien Yvan Jablonka dans L'Histoire est une littérature contemporaine, à savoir la notion de texte-recherche. Je pense que cette idée d'un texte-recherche, donc un texte ouvert non seulement sur la pluridisciplinarité des savoirs, mais également qui appelle la création littéraire, nous permet, enfin en tout cas, un regard fécond. Cela revient, comme on l'a dit aussi tout à l'heure, à considérer in fine Édouard Glissant comme avant tout l'écrivain qu'il était, certes le praticien des sciences sociales, certes celui qui voulait mener la transversalité jusqu'au bout, mais un écrivain qu'il est demeuré fondamentalement et pour qui la pensée ne peut se concevoir sans la création et donc l'investigation rationnelle du réel qui appelle une poétique, et une poétique particulièrement narrative. Je vais essayer donc de développer cela avec vous. Pour ce qui est donc du lien à la case du commandeur, tout d'abord en disant ceci, que le discours, on peut dire que c'est une œuvre intranquille, en cela qu'elle est effectivement habitée par cette tension. Je vais en donner quelques exemples avant de me focaliser tout particulièrement sur un point très précis de la case du commandeur. Le fondement même de cette tension dans le discours antillais, c'est la notion essentielle qu'on a déjà évoquée aujourd'hui, de l'exploration créatrice. Et on a eu l'occasion donc de le dire, cette notion qui est très étonnante, finalement, qui est également appelée exploration projective, provient du rapport à l'histoire. Et je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais simplement une citation toute particulière permet de définir ce qu'est cette exploration créatrice. Il dit bien « L'histoire en tant qu'elle est discipline et qu'elle prétend éclairer la réalité que vit ce peuple martiniquais, souffrira d'une carence épistémologique grave. Elle ne saura pas par quel bout s'attraper. Le trouble de la conscience collective rend en effet nécessaire une exploration créatrice pour laquelle les rigueurs indispensables à la mise des schémas historiciennes peuvent constituer, si elles ne sont pas dominées, un handicap paralysant. Les méthodologies passivement assimilées, loin de renforcer la conception globale ou de permettre de rétablir la dynamique historique par-delà ces ruptures subies, contribueront à leur tour à épaissir ce manque. » Et nous avons parlé de cette question du manque. Mais l'exploration créatrice, finalement, c'est quoi? C'est le schème de l'écrivain face à cette complexité du réel, à ce réel qu'il s'agit de se réapproprier de manière rationnelle, mais de manière également créatrice. L'écrivain va également emprunter le chemin d'une création, d'une exploration créatrice. L'exemple canonique pour ce qui est de ce discursif intranquille, vous a déjà été donné tout à l'heure dans la communication d'Elena Pessini. Donc je prends la suite de ce qu'elle a dit, ça me sera assez aisé, par cette représentation narrative qui intervient dans la section consacrée à la notion de trace. Alors un petit point, la notion de trace donc, apparaît en filigrane dès Soleil de la conscience en 1956, et pour de bon, bien que quand même assez furtivement, dans l'Intention poétique en 1969, mais elle avait déjà été explorée, donc pratiquée, dans le domaine du roman, dans La Lézarde, dans le IVe siècle. En dehors donc de l'une de ces introductions, comme je vous l'ai dit, il s'agit donc de cette section trace qui
dans le discours antillais ne manque pas d'étonner, puisque c'est une section pleinement narrative, donc qui introduit d'une certaine façon une distorsion dans le style, puisqu'elle est précédée du discursif et elle est suivie également du discursif. Et puis brusquement, nous avons donc ces trois instances narratives qui, comme Elena Pessini vous l'a dit ce matin, sont fondées sur la question du marronnage. Alors très précisément, en effet, la première section traite du marronnage tel qu'il en était question dans le IVe siècle. Le deuxième, c'est un cas de résurgence, donc c'est un avatar du marronnage, c'est l'évocation de l'affaire Beauregard, telle qu'elle est menée dans Malmort en 1975 avec le personnage de Botan, qui va devenir le géreur Mao dans Mahagonie. Et puis, la troisième instance, c'est finalement la première écriture. C'est un atelier d'écriture de ce que deviendra dans Mahagonie en 1987 l'évocation de l'affaire de Pierre-Juste Marny, que vous connaissez, et donc qui va être incarné par le personnage, par le double de Mani, particulièrement dans Mahagonie. Cette sorte de triptyque fictionnel, s'agissant de cette façon d'approcher le réel, est conçu pour incarner tout ce qui, dans les raisonnements précédents du discours, ont sur ce point exposé à partir des invariants dont l'histoire est pourvoyeuse, quant à cette sorte de permanence de l'attitude, de la constellation culturelle dont relève le marronnage. Et sur ce point, la structuration du texte elle-même est assez éloquente. Le marronnage historique en premier lieu, c'est-à-dire le vrai marronnage tel qu'il a été évoqué, même s'il a été magnifié dans le IVe siècle, et puis ensuite, eh bien, justement, ce sont les traces, puisque ce sont les avatars du marronnage, ce sont les invariants historiques qui demeurent dans la conscience et dans la réalité sociale martiniquaise. Donc là, on a l'incarnation narrative de la trace. Ça, c'était pour vous donner donc finalement un aperçu de ce qu'est cette intranquillité du discursif dans le discours antillais. Venons-en, s'il vous plaît, à la case du commandeur et essayons de l'examiner comme un double exploratoire du discours antillais. La case du commandeur donc, a ce rapport de contemporanéité au discours antillais, puisque, comme vous le savez, elle paraît donc, la même année, en 1981, et elle reflète plus que jamais la mission donc, anticipatrice de la littérature à l'endroit de la pensée. Ça, on va y revenir tout à l'heure, parce qu'il ne s'agit pas du tout de considérer les romans, là encore je le dis sous le contrôle de Christian Huet, comme un exercice de représentation, je dirais, second des essais. Il ne s'agit pas du tout de cela. L'œuvre est en réseau, l'œuvre est en rhizome, et parfois le narratif est en avance sur le discursif et sur le spéculatif. Ce rapport de contemporanéité, pour ma part, appelle également l'exemple de Soleil de la conscience par rapport aux Indes. Et donc, pour ce qui est de cette contemporanéité, on retrouve bien entendu dans la narration éclatée elle-même, mais bien qui prend des distances quand même avec le degré d'éclatement qu'avait atteint Malmort. Donc, reprend certains thèmes, bien entendu, qui sont détaillés dans le discours antillais. Alors, bien entendu, je vais citer quelques-uns d'entre eux. Le ressort psychiatrique, avant tout, puisque la case du commandeur, comme vous le savez, c'est l'histoire de la folie de Mycéa, et c'est celle également de la folie de son père, Pythagore Sela, qui, dès le début du roman, finalement, incarne dans le roman, hein, dans la structure narrative, ce que le personnage de Suffren, le vrai personnage, le personnage historique de Suffren, a incarné dans le discours antillais, c'est-à-dire ce qu'on appelle le délire verbal. Et de manière particulièrement, non pas lyrique, mais très marquante, cet homme qui se met à crier « Odono, Odono », et qui n'est pas écouté, il est dit ceci de lui, il saute sur un pied, il casse la tête en arrière, il crie « Odono, Odono », les voitures klaxonnent, les passants rient sans s'arrêter, l'homme sorcier de midi entrevoit par pans ce qui remonte non pas à sa mémoire, mais au long de son corps disloqué, ce qui le dévore comme fourmi manioc, ce n'est pas le clair dessin du passé, ni les lieux, ni les dates, ni les filiations en ordre sec et visible, tel un pointage de sac de guano en fil. Donc, nous avons là, véritablement, l'incarnation de ce qu'on appelle le délire verbal, avec donc toute la préoccupation psychiatrique du discours antillais. Le fondement même du roman, également, est celui, atteste de cette contemporanéité, puisque la case du commandeur, après, je dirais, la fixation des deux grandes lignées, les Longuet et les Béluse, dans le IVe siècle, va inquiéter cette linéarité et va dire que cette linéarité de la remontée généalogique est absolument impossible. Donc, c'est le roman de l'impossible de la remontée généalogique qui va finalement déboucher
bien après sur la notion de digenèse. Tout cela fait appel à tout ce qui est dit dans le discours antillais à propos de la filiation, mais qui est incarné comme peut-être jamais le discursif ne pourra le faire. Et puis, dans le sillage donc, de la réflexion sur les modalités de réappropriation de l'histoire, le discours antillais, en un très haut lieu théorique, pour ce qui est du rapport de l'histoire à la littérature, en des pages essentielles sur le rapport du mythe au conte, va déboucher sur une caractérisation du conte antillais comme un détour, une stratégie et une pratique du détour, tel que cela a été évoqué tout à l'heure. Donc un rapport distancié à l'histoire et une conquête de la mémoire. Si et seulement si le mythe poursuit l'éclaircissement de l'histoire et le conte en figure le manque. Et Glissant dit ceci dans le discours, le mythe qui est obscur ouvre tout le possible de l'inconnu connu qu'il a parcouru, le conte qui est clair ferme sur un manque. Et ceci, voyez-vous, la case du commandeur va non pas l'illustrer, mais va préciser véritablement cette idée de manière totalement irremplaçable et irréductible à ce qu'est le discursif, selon des modalités donc impossibles pour l'essai. Il s'agit d'incarner deux dimensions, le manque et le processus mémoriel selon une certaine virtuosité d'une transposition en français d'un conte dont nous ne saurons jamais s'il a été réellement créé par Édouard Glissant ou s'il a été entendu par lui dans son enfance, c'est le conte du poisson-chambre. Et le conte du poisson-chambre va actualiser, incarner toutes les dimensions de ce que théorise l'essai à propos du conte. Donc il reflète d'abord le manque, ce conte du poisson-chambre, puisqu'il s'appuie sur la quête menée depuis le IVe siècle, à savoir la trahison initiale survenue avant la déportation en Afrique entre deux frères, et dont il sera, comme vous le savez, question jusqu'à la fin de l'œuvre d'Édouard Glissant, en tout cas jusqu'à la publication toute particulière, d'abord de Tout le monde, et puis de cette poétrie à laquelle tu as fait allusion, c'est-à-dire Le monde incréé. Il s'agit d'une allégorie énigmatique de l'histoire, typique de cette esthétique du détour dont nous avons parlé, propre au conte créole et analysé dans le discours antillais. Je vous fais grâce du détail que vous pouvez retrouver dans le texte de la communication à propos donc, de ce conte et de son origine, à savoir Ozonzo Sela, qui est le père de Pythagore et le grand-père de Marie Sela, qui va finalement narrer ce conte à Sina Chimène, petite fille qu'il a recueillie avec Ephraïs Anathème et qui est donc la mère de Mycéa. La version allégorique de l'histoire collective est celle finalement de la traite transatlantique, puisque ce poisson-chambre est finalement une manière de revisiter le monstre du Léviathan. C'est une figure qui revient assez souvent chez Édouard Glissant, qu'on retrouve dans Tout le monde, qu'on retrouve dans Sartorius, c'est-à-dire ce monstre sous-marin. Et là, véritablement, le conte revient au mythe, même s'il s'en éloigne, parce qu'il demeure un vide, un manque béant au terme de sa transmission transgénérationnelle. Cet exemple canonique nous rappelle qu'une incarnation de la conception du lien à l'histoire se fait dans la fiction, et tout se passe comme si finalement les idées novatrices de l'essai s'apparentent à un vaste programme de recherche, un texte recherche, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans l'inspiration d'Yvan Jablonka, qui serait mis en incandescence dans la fiction, et de manière, encore une fois, irremplaçable, irréductible à l'essai. Mais il s'agit aussi du mouvement inverse dans les romans, c'est-à-dire que les romans peuvent devenir eux-mêmes lieu d'énonciation première des concepts liés à l'histoire, comme la trace, qui seront donc par la suite théorisés par les essais, mais qui ne seront théorisés qu'en partie. D'une certaine façon, leur épaisseur narrative échappe d'une manière particulière au discursif. C'est là la caractéristique particulière de la représentation chez Glissant, représentation dont Glissant, je n'hésite pas à le dire, bouleverse l'ordre traditionnel, qui est l'ordre d'une fiction qui serait une mimésis de la pensée, alors qu'en faisant le foyer, le relais de la pensée spéculative, Glissant renverse finalement le processus. Et cela fait appel pour moi à ce que Paul Ricoeur disait dans Temps et Récit à propos de ce qu'il appelle la représentance et non pas la représentation, à savoir une nouvelle modalité de lien entre la littérature et l'investigation du réel. En cela, la contemporanéité de la case du commandeur avec le discours antillais ne désigne pas, selon moi, un rapport de gémellité, mais bien ce rhizome par quoi, face à l'acoma de la présence au monde, la sève de la présence demeure indissociable de l'écorce de l'art.
C'est dire aussi que l'acuité d'une poétique du réel, et pour cela j'évoquais ce matin la trace très fervente de Rimbaud chez Glissant, du Rimbaud des illuminations, le voyant des illuminations. C'est dire donc si cette acuité d'une poétique du réel, qui pourrait être l'une des définitions à la fois du discours antillais et de la case du commandeur, s'impose à nous, double en cela, discours antillais et case du commandeur, en une quête commune. Je vous remercie. Merci Loïc pour ce tour de force de présenter une communication si dense en moins de 20 minutes. C'est vraiment, on en prendra de la graine. Sans tarder, je donne la parole à la salle si vous souhaitez émettre des commentaires ou poser des questions à l'un ou l'autre des intervenants. Merci. Donc, je voudrais poser une question à Axel. Et... Oui, ça marche, oui. Okay. Donc, et à Loïc en même temps, hein, c'est à peu près la même question. Alors, Axel, c'est juste une observation à partir de ton propos sur le discours critique que Glissant a émis sur le théâtre. En effet, est-ce qu'on peut envisager ce discours critique comme étant une manière de se distinguer du discours théâtral, enfin de la mise en pratique du théâtre d'Aimé Césaire, parce que par exemple Césaire, lui, il pratique le théâtre, mais il ne développe pas un discours théorique sur le théâtre. Et Glissant, par une sorte de dysfonctionnement générique, essaie de se distinguer également de Césaire, à la fois en pratiquant le théâtre, mais également en développant un discours critique. D'où, par exemple, l'articulation entre la case du commandeur et le discours antillais, hein, qui est aussi une manière, qui, à mon sens, est aussi une forme de dysfonctionnement générique, en ce sens que Glissant va développer le roman, là où Césaire, lui, ne développe pas le roman, et à la fois un discours critique sur le roman. Je suis d'accord pleinement avec ce que tu affirmes. Simplement rappeler que dès les années 50, l'activité théâtrale chez Glissant est marquée par ce double rapport de la création et de la théorie. J'avais pour preuve en fait les deux notes qu'il rédige en 54 et 56 qui vont accompagner en fait ce travail d'écriture de ses premières tragédies, à savoir la tragédie d'Askia et L'Homme d'été. Donc, à quelque part, dès les années 50, en fait, la question du théâtre, particulièrement du tragique, est présente chez Glissant, à la fois sur le plan spéculatif et sur un plan très pratique. Concernant le rapport à Césaire, c'est vrai que tu as sans doute raison. Je crois qu'il y a véritablement un discours critique qui s'élabore chez Glissant à partir de plusieurs bords, en quelque part. Un bord très théorique qui s'enracine, en tout cas qui puise dans ses lectures innombrables. Un bord qui considère en quelque part l'activité théâtrale de l'époque. Une activité théâtrale, il y a des gens quand même un petit peu plus âgés que moi qui vont peut-être témoigner de cette activité théâtrale, mais une activité théâtrale qui est à la fois marquée donc, par cette émergence de la Caraïbe, de la question du populaire, du théâtre populaire, donc chez Derek Walcott à Trinidad, en Guadeloupe avec Arthur Lérus, et le travail de Serrault auprès des metteurs en scène guadeloupéens, et puis en Martinique avec la création du théâtre populaire martiniquais, du Cermac, enfin toute cette idée que le théâtre est un moyen finalement pour édifier une conscience spectatrice et donc une conscience populaire.
Donc il y a vraiment donc il y a et puis troisième bord à partir duquel se nourrit la pensée critique de Glissant, c'est le bord de la pratique, puisqu'il y a au sein de l'IME une troupe théâtrale qui essaie de créer un théâtre à partir non pas forcément à partir de création de textes, de montage de textes, ou encore de traduction et d'adaptation de textes. Donc, je ne sais pas si l'entrée en fait de la distinction avec Césaire est peut-être la plus pertinente. Voilà, voilà. Je choisis de traiter ce rapport à la question critique. Pas forcément par l'entrée de la distinction par rapport à Césaire. Peut-être que en fait, moi j'avais justement une question à t'adresser justement à ce propos-là. Je me suis toujours posé la question si Glissant n'avait pas alors souffert entre beaucoup de guillemets, entre 4 paires de guillemets, peut-être de la faible réception de M. Toussaint, comparativement en tout cas au massif théâtral de Césaire, et au succès absolument colossal de la dramaturgie césarienne. Comment à ton avis, il a perçu cela, parce que tout de même, la part théâtrale dans son œuvre demeure néanmoins la plus modeste par rapport à l'ensemble des autres genres qu'il a pratiqués. Ce qui est très drôle par rapport à M. Toussaint, c'est que je crois qu'on l'a retrouvé ensemble d'ailleurs aux archives avec Raphaël, c'est que non mais la lettre qu'il envoie à Villard, que Glissant envoie à Villard en disant en gros que j'ai cette pièce, M. Toussaint a monté donc dans les années 60. Je crois que ça a peut-être impacté en quelque part cette absence finalement d'une grande mise en scène de la pièce, son rapport ultérieur au théâtre. Ce rapport entre le théâtre vraiment voulu comme une activité populaire et de création à partir de la Martinique même, par rapport à ce théâtre qui reste d'une certaine façon un théâtre beaucoup plus classique, ce qui est de Césaire. Est-ce que même cette option-là n'a pas été définie par lui d'une certaine façon en opposition, en pensant au succès fondamental de Césaire dans le théâtre? Mais Césaire bénéficie aussi beaucoup du compagnonnage artistique concret, matériel de Jean-Marie Serrault, qui en quelque part lui donne son envol, notamment par ce travail concret, son travail au plateau de Césaire. Son travail au plateau, et je crois que les deux comment dire, publications de la tragédie du roi Christophe marquent bien la publication de 63, qui est une publication très littéraire, et profondément amendée en 70, parce que entre temps il y a tout ce travail effectué par Césaire en plateau directement, et dans la biographie de Doutasek. Le moine revient bien sur ce travail en plateau de Césaire qui réécrit des répliques à la suite des répétitions. Et en quelque part, voilà, le développement du théâtre de Césaire doit aussi à ce compagnonnage avec Serrault, qui est quand même le metteur en scène des avant-gardes, qui fait venir en France Brecht, qui accompagne Beckett, Adamov. Donc il y a peut-être ce rapport avec un grand metteur en scène que Glissant n'a pas eu au départ, et qui a peut-être joué sur la réception du théâtre de Glissant. J'avais une dernière question à t'adresser, et puis rapide, je vais te demander d'avoir une réponse succincte, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse, et je suis sûr qu'il intéresse énormément de gens par rapport au discours antillais. C'est est-ce que la poétrie, est-ce que le monde incréé est fait pour être monté ou pas? Jamais, en aucun cas. Il n'a jamais imaginé que la folie seule, ça pourrait éventuellement être monté un jour, non? En
tout cas, en tout cas, à l'origine, ce sont des textes dramatiques qui au détour peut-être des années 70-80 changent de vocation parce que la conception du théâtre qu'elle trame est une conception démultipliée. Il y a quelque chose donc il y a une inadéquation aux conditions matérielles de la scène. Donc je ne sais pas si tu as des choses à ajouter sur ces questions-là, sur cette question de... On a peut-être le temps de prendre une ou deux questions rapides pour ne pas trop prendre de retard. Ok. Non, au début, j'avais une question sur, à vous qui avez parlé, M. Raphaël, M. Axel Arthéon, sur le tragique chez Glissant. Comme là, vous avez répondu, je ne vais pas vous la reposer. Versus le génocide, qui était un thème discuté, mais c'est aussi la tragédie du délire verbal. Et là, la question, c'est comment on peut le mettre, ce tragique, en théâtre. Et je pense qu'il renonce dans le discours antillais. Mais je poserai la question à votre voisin, qui a parlé sur la méthode chez Glissant. Comment on peut mettre ce tragique en méthode? Parce que sa méthode chez Glissant, elle n'est pas vraiment démonstrative, déductive. Vous avez dit c'est une exploration créatrice. Mais comme il y a la dimension de la thèse par derrière, avec un hegelien, il y a dans le tragique, dans la recherche du tragique, dans l'exploration du tragique, il y a des éléments hegeliens. L'aliénation, l'expérience de la négativité, et elle va profond, et la recherche d'une libération, d'émancipation qui est assumée dans la poétique libre, la poétique de relation. Donc, cet élément de méthode, il doit répondre à la question du tragique antillais tel qu'il le caractérise. Il me semble que le discours antillais, il est là. Il y a du tragique, il y a du dépassement, et il y a de la méthode, mais une méthode un peu boiteuse, quoi. Oui. Ben, en un mot, je pense que c'est ce que Axel a essayé de dire. C'est que la réflexion critique sur le tragique aux Antilles est en réalité une réflexion sur sa propre réalité. Et oui, Glissant est résolument hegelien sur cet aspect-là. Je pense qu'en effet, la pensée du tragique, c'est une pensée qui vise un dépassement. Il le dit dans Soleil de la conscience dès le début. Je n'ai plus la phrase en tête exacte, mais il dit on sait que l'issue est une résolution dialectique. Oui, je ne pourrais que vous suivre là-dessus.